Oui, on est tous les deux en couple. Je vais te dire exactement combien on gagne sur YouTube. Revenu estimé, on est pile poil sur le dernier mois à 1. Moi, je te dis, prends un objet contendant, tu vas voir ton médecin, tu lui mets un bon coup dans les genoux, mec, c'est tout ce qu'il mérite. Ça, c'est dramatique. C'est contre ce genre d'incompétence qu'on se bat avec Training Therapy. Salut, combien coûte en moyenne un cabinet de kiné? Oh! Quel conseil donnerais-tu pour une future kiné? Top 3 des pires patients à avoir avec lesquels vous avez le plus de difficultés à traiter. Ah ouais, je commence. Moi, franchement, number one. Que pensez-vous des cours de kiné en France? Est-on en retard sur la science? Comment sera la kiné du futur, entre parenthèses, dans 20 ans? Oh, ça, c'est une bonne question. L'ordre des kinés ne vous a pas empêché de faire de la kiné à distance. Alors déjà, on ne fait pas de la kiné à distance. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Simon en Ariège dans le sud. On est en train de se cramer pour vous. Pourquoi? Parce qu'on fait une vidéo spéciale 50 000 abonnés. Ça y est, on a fait les 50 000 abonnés sur YouTube. On a même dépassé ça il y a maintenant 2-3 semaines. T'es content? Je suis hyper content. En plus, on est devant un magnifique parterre d'hortensia, donc c'est parfait. Ça, c'est pour les fleuristes, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc déjà, un grand merci à vous de nous soutenir en vous abonnant. Ça, c'est super cool. Si jamais vous voulez qu'on atteigne les 100 000 puis le million, vous avez juste à vous abonner en cliquant sur la petite image en bas à droite. Et n'oubliez pas aussi de liker évidemment cette vidéo, c'est super important. Bref, on commence tout de suite avec la première question. Sans demi-mesure, hein. C'est 50 000, 100 000, 1 million. Bah direct, x2, x10. La base. Pas d'entre-deux. Je sors mon petit téléphone, je mets mes petites lunettes de vitesse évidemment. Pour la première question, comment en êtes-vous arrivé là? Parcours, formation. Alors pour faire simple, on va faire assez rapide, on a fait à peu près tous les deux la même chose. De l'ambition. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. J'avais pas commencé par là. Je pense Moi j'ai eu mon brevet, mention très bien. Non, il faut juste avoir de l'ambition, avoir un objectif final et savoir trouver travailler. Les moyens, travailler. On a beaucoup travaillé, mais sinon après voilà, on a fait plein de formations. Dès qu'il y a un truc, on n'hésite pas à aller se former, investir de l'argent, investir du temps. Ouais, c'est vrai. Simplement. Moi j'allais raconter brevet, bac et tout, mais non. Non, mais je pense qu'en vrai, ce qui fait qu'on en arrive là, c'est juste le travail, la détermination. De manière générale, l'abnégation. Ouais, voilà, c'est ça. Quel conseil donnerais-tu pour une future kiné? Alors, conseil... Abonne-toi à Training Therapy. Ouais, non. Conseil, écoute des choses de qualité sur la kiné. Écoute genre nos podcasts qui sont un peu plus poussés sur le Training Therapy podcast. Écoute d'autres créateurs de contenu kiné, évidemment, qui sont pertinents, qui parlent pour les kinésithérapeutes, évidemment, pas spécialement pour les patients. En soi, forme-toi assez rapidement. Intéresse-toi à la réalité du terrain. Comment communiquer avec les patients, je pense que c'est vraiment la capacité la plus importante pour moi. Et après, comment remettre en charge un système. Et puis après, tu feras des formations annexes sur chaque pathologie. Mais voilà. Moi, franchement, un conseil, c'est essaye de réfléchir d'un point de vue personnel aussi, à quoi tu as envie de tendre dans le futur. Parce que là, tu vas commencer à bosser, tu auras peut-être 24 ans, tu vas devoir bosser jusqu'à 70 ans, c'est très long. Donc, il faut pas que ça devienne pénible, sinon la qualité de tes soins va se dégrader. Donc, trouve un moyen de prendre du plaisir quoi qu'il arrive dans ton métier. Ne n'écoute pas les gens qui vont te dire « Ouais, mais ça, c'est pas possible, tu peux pas le faire. » À partir du moment où tu as une idée en tête, tout est possible, vraiment. Donc, crois en tes rêves, très important. Crois en tes rêves. Il y a une chanson de Swagman qui s'appelle comme ça. Ah ouais. Crois en tes rêves. Vous connaissez Swagman? Crois en tes rêves. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Swagman. Le premier influx voleur. Incroyable. Très fort. Crois en tes rêves et voilà, mets tout en place pour arriver au système qui te plaît et conviendra. Et en essayant de ne pas t'enfermer dans un système qui peut être un engrenage catastrophique pour les patients. Question suivante, plus adaptée à Simon. Salut, combien coûte en moyenne un cabinet de kiné? Oh! Alors, je pense que c'est très dépendant de l'envie, on va dire, du kiné et de ce qu'il souhaite faire comme type de soin. En vrai, ça peut aller, je pense, de, je sais pas, même pas 10 000 balles, 5 000 en vrai. 5 000 c'est un petit truc. T'as pas les locaux? Non, sans les locaux. Ouais. Ah, en termes de matériel, tu penses? Bah, ou tout? Je pense c'est tout. Bah, mais du coup, si t'habites en Creuse ou si t'habites à Paris, le coût va être très différent, bien sûr. C'est sûr. Si on se concentre sur les locaux, enfin hors locaux, sur le matériel, si tu veux juste, allez, on va parler d'un cabinet peut-être idéal pour les jeunes kinés avec un plateau technique, je pense. Ouais, c'est bien. Qui fait peut-être 50 mètres carrés, je dirais, avec du matos pour pouvoir faire du renfort facilement à ses patients, plus des salles de soins pour pouvoir quand même faire un petit peu de travail manuel, faire ses bilans et tout. Nous, de notre expérience, on a monté 2 cabinets et je pense que en termes d'investissement matériel, on est à moins de 30 000 euros. Ouais, je l'aurais dit vers 20 000. Moi. Ouais. En vrai, ce qui coûte un peu cher, c'est les ergots et tout. Si vous prenez des trucs de qualité, genre un bike erg et tout, ça c'est un peu cher. La fonte en soi, vu que vous êtes un cabinet de kiné, il n'y a pas besoin d'avoir 800 kilos de fonte, ça sert strictement à rien. Donc en vrai, il n'y en a pas pour. En gros, il faut, si on a plutôt une patientèle qui est active et sportive, je pense qu'il faut avoir jusqu'à 100 kilos de poids
poids, franchement, ça suffit en vrai. Hein. C'est rare de mettre plus. C'est rare de mettre après, plus. ça dépend si t'es tout seul. Oui, non, si t'es tout seul. Pars pas sur quoi 100 kilos de poids. Ouais, oui. largement. Mais largement. Avec une barre. Après, il te faut un rack pour pouvoir accrocher des élastiques. En vrai, on a fait du petit matériel, des petits kettles. On a fait un article sur le site qui est détaillé où on explique le matos de base pour tous les kinés qui veulent se lancer. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui va s'afficher ici et puis vous aurez accès à ce qu'on recommande. Évidemment, c'est pas la panacée forcément, mais je trouve que c'est bien adapté. On s'est cassé la tête pour faire un petit résumé du matos à acheter. Ouais. Et après, par contre, je pense que du coup, ça dépend aussi du type de cabinet qu'on veut construire. Si on veut partir sur un cabinet hyper high-tech avec les dernières machines, un haltère qui permet de courir de manière, en diminuant la gravité comme pour limiter les impacts, un laser, un LPG, j'en sais rien, qui sont des machines qui en plus n'ont pas un intérêt énorme selon moi, encore une fois. Tu n'utilises pas de ouf quoi. Ouais, voilà. Là pour le coup, tu peux te retrouver avec un cabinet à 150 000 € assez rapidement, je pense, peut-être même plus. Poudre aux yeux. Et voilà, si tu m'imagines, tu veux faire une balle néo et tout, donc en vrai. Moi je vais être très tranché là-dessus, c'est full poudre aux yeux, ça sert strictement à rien. Surtout en plus quand tu sais que t'es payé 16,40 €. Bah oui. Donc franchement, moi j'irais sur de l'économie, sur de l'efficace, ce qu'on sait faire, qui fonctionne le mieux en kiné, c'est-à-dire du travail actif. Donc pour ça, en vrai, avec 20 000 €, t'as largement de quoi monter ton cabinet après. Une table de massage électrique, c'est pas mal quand même. Oui, dans les 20 000, ça passe. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une table à 5 000 €. Nous, on achète des trucs, je sais pas, les tables, on les a payés 800 balles la table. Donc ça fait largement. Ça suffit. Ok, voilà. Ça me va comme réponse, je suis 100% d'accord. Pouvez-vous expliquer comment vous utilisez les techniques de thérapie manuelle pour moduler la plasticité neuromusculaire dans le traitement de la dysfonction myofaciale chronique, en particulier en ce qui concerne l'influence des mécanorécepteurs cutanés et articulaires sur la modulation de la douleur et la rééducation sensorimotrice. Je fais appel à mon joker, le spécialiste de la douleur, Simon. Alors déjà d'une, moi je pense que c'est un troll. Non, je pense que c'est une blague. C'est une blague, mais de toute manière, moi je fais pas d'ATM, je fais pas de TM. Qu'est-ce que tu me parles d'ATM, mec? C'est pas de l'ATM, la plasticité neuromusculaire. Ah oui. Dans la dysfonction myofaciale chronique. Qu'est-ce que c'est? Dysfonction myofaciale chronique, je pense que c'est genre les douleurs chroniques un peu inexpliquées quoi. Bon, si c'est pour se foutre de notre gueule, très bonne question. Non, moi, je suis un kiné qui ne connaît pas ce genre de pathologie, désolé. Et sinon, la thérapie manuelle, on sait pas trop ce qui se passe en réalité quand on manipule. On sait juste que la plupart du temps, ça diminue les douleurs en aigu. Donc ça peut être intéressant, des manipulations, des massages. Thérapie manuelle, en fait, c'est tout ce que vous faites avec vos mains quand vous bougez le corps du patient, les tissus du patient. Voilà, c'est efficace en aigu, on va dire, sur le moyen et le long terme. Il n'y a pas spécialement d'intérêt. Voilà, première question extrêmement intéressante. Carrément d'accord sur l'intérêt de la thérapie manuelle, en tout cas, qui est toujours intéressante à amener sur la quasi-totalité, je pense, des pathologies musculo-squelettiques d'ailleurs. Merci pour ta question, mec. Super. Hello la team, merci pour vos vidéos. Petite question, je me suis mis à la course à pied plutôt trail et j'ai une douleur persistante au bas des abdos lors des courses plutôt en descente et lors des fentes avec un kettlebell bras tendu au-dessus de la tête. Good job boys. Alors en soi là on peut pas te dire grand chose. T'as l'air d'avoir une douleur quand tu mets de la tension sur la chaîne antérieure, donc descente, t'es en train de freiner vraiment avec toute la chaîne antérieure, et fente avec un kettle au-dessus de la tête, t'es vraiment en tension sur tout le plan antérieur. Donc en soi, faudrait aller regarder ce qui peut pêcher. Ça peut être potentiellement tes fléchisseurs de hanche, faut voir si la contraction te fait mal, tes abdos, ça peut être tes obliques, ça peut être plein de choses différentes. Donc en vrai, franchement, on va avoir un bon kiné, ça pourrait faire un bon bilan, et puis voilà. Un bon bilan diagnostic sur la pubalgie, je pense que ça c'est important. Est-ce que ça vient de la hanche? Est-ce que c'est un problème de la symphyse pubienne, des abdos, des adducteurs? 100%. Si jamais vous êtes kiné et que vous faites face à ce genre de problématique, n'hésitez pas à vous former sur la hanche. Si vous voulez, on a une formation totalement dédiée à ça. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien ici. La hanche du sportif, c'est incroyable. La hanche, articulation largement sous-côté. Je sais pas comment vous faites pour tout faire. YouTube, le travail, la prépa Ironman, etc. Vous avez une astuce pour avoir plus de 24 heures par jour? Vos vidéos sont une source d'inspiration et de motivation pour entretenir la discipline sur le long terme. Mon gars ou ma copine, je sais pas comment, si tu es un homme, une femme ou autre, l'organisation et la priorisation des tâches, et puis voilà. Je pense que c'est possible aujourd'hui parce qu'on a réussi à se créer l'environnement qu'on voulait en étant on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui en travaillant dans un cabinet, en faisant même du 9h à 17h, même en étant salarié entre guillemets. On pourrait pas faire ça, serait impossible. impossible. Mais on faisait quand même une grosse partie quand on bossait encore au CAB. Oui, mais pas aujourd'hui, ça serait pas possible. Ce serait un peu plus compliqué. Mais organisation et surtout, faut aimer ce que tu fais. Si on n'aimait pas ce qu'on faisait, ce serait juste horrible. Est-ce que les sportifs ayant une alimentation équilibrée et variée devraient se supplémenter quotidiennement en magnésium? Gros débat
déjà entre 1, si tu manges diversifié, tu as tes apports, et 2, t'as beau bien manger, t'en as pas assez, bon, c'est bizarre. Est-ce qu'une mutualisation entre le métier de kiné et d'enseignant en activité physique adaptée est pertinente et complémentaire? À quand la diagonale des fous? Alors pour commencer, 3 questions. Ouais, pour commencer, je vais te faire simple sur le magnésium. En réalité, aujourd'hui, il y a plein d'études différentes. Quand tu prends les grosses revues de littérature, on se rend compte que la supplémentation en magnésium, c'est intéressant pour les sédentaires et pour les sportifs, mais pas forcément de ouf. Ça peut augmenter un petit peu le niveau de force et d'endurance, un petit peu augmenter le niveau de testostérone. Je pense que c'est peut-être l'augmentation du niveau de testostérone qui fait que ça améliore les performances, mais c'est pas le cas chez tout le monde. Donc je pense qu'en fait, évidemment, si tu en manges largement assez dans ta journée, bah c'est bon, mais pour ça, faut boire des bonnes eaux, à mon avis, riches en électrolytes et donc en magnésium. Et en fait, c'est très très intéressant par contre la supplémentation en magnésium chez les personnes âgées pour maintenir un niveau de force élevé. Donc vraiment, c'est la base. Je te mets plein d'études ici sur l'écran que tu vas aller checker. Évidemment, si tu cherches encore plus, il y aura des études qui sont pas forcément dans le même sens que celle-là, mais en réalité, ça tend quand même d'un côté aujourd'hui où ça montre que c'est positif. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est pour moi un de mes top 3 des compléments alimentaires parce que, comme tu peux le voir ici, perso avec Simon, on transpire beaucoup parce qu'on s'entraîne beaucoup et je sais que malgré ça, malgré le fait qu'on mange bien dans notre alimentation, on n'en a pas forcément assez parce que pour le coup, moi, je bois pas beaucoup d'eau minéralisée parce que j'achète pas de bouteilles en plastique. C'est un choix personnel, évidemment. Donc, je me supplémente en magnésium, mais je sais pas trop ce que t'en penses. J'ai très peu d'avis là-dessus. En vrai, si jamais tu veux du magnésium de qualité, évidemment, NutriPure, t'as le lien dans la description pour avoir 10% de réduction sur ta première commande avec le code thérapie. Deuxième question, mutualiser APA et kiné, bah oui, pour moi, toute mutualisation c'est pertinente. Hein. Carrément, il n'y a pas de... Encore une fois, je pense que ça dépend comment c'est fait, c'est toujours le cas. Faut qu'il y ait un intérêt pour le patient, quoi. Faut qu'il y ait un intérêt pour le patient, c'est ça l'idée, et que ça optimise le travail de chacun. Après, je pense que je sais très bien qu'il va y avoir des dérives avec des kinés qui vont avoir 3 APA et qui vont envoyer 110 patients dans la journée. Bon, ça va arriver. Il y a aussi des kinés qui font ça parce que malheureusement, ils ne trouvent pas d'autres kinés pour venir travailler dans des zones où il n'y a pas de kiné, donc forcément, ils n'ont pas le choix. Et c'est des compétences qui sont complémentaires, tout simplement. Donc franchement, tant que c'est bien fait pour le patient. Et à quand la diagonale des fous, du coup? Jamais. Ah, il a dit jamais. Bah ouais. Ah, faut jamais dire jamais, les amis, mais non. perso, moi, le trail, ça m'excite absolument pas du tout. Non. Pour le moment, ça se trouve un jour, mais franchement... Bah, en plus, quand tu t'es fait les croisés 2 fois, c'est bon. Tu peux pas faire ça, c'est interdit. Pas trop d'excitation, j'avoue, sur la diag. Pas du tout, trop facile. Petite question concernant les articles kiné. Quand tu veux faire des recherches sur un sujet, tu lis que l'abstract ou tu mets un point d'honneur à lire l'article en entier? Alors, je lis le titre. Que le titre, toi? Ouais. Et après, j'arrête. Je lis le titre. Non, je déconne. Je lis le titre et je lis l'abstract. Alors, je lis pas tout dans l'abstract. Je lis surtout la méthode. Enfin, je lis surtout la partie méthode et les résultats. Je lis pas forcément la conclusion et je lis pas forcément l'intro de l'abstract. Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Le contexte. Le contexte, je lis pas forcément. Contexte, Si ça m'intéresse, je cherche l'étude et là, dans l'étude, je vais lire la méthode en détail, donc ce qu'ils ont fait en termes de répartition des groupes, etc. Je vais regarder les tableaux de résultats et après, je vais lire la discussion. Et des fois, si je cherche plutôt à m'instruire sur le sujet et à connaître un peu l'historique du sujet, là, je vais lire l'introduction qui va me paraître plus pertinent. Mais en soi, c'est très rare, personnellement, je sais pas si c'est une bonne méthode ou pas, mais que je lise un article vraiment en entier de A à Z. C'est très très rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Donc, je m'intéresse moi plutôt perso à la méthode, aux résultats et à la discussion. Moi, ça dépend du type d'étude. Si c'est je fais comme toi, si c'est un ECR, dans ce cas-là. Et par contre, si on est sur des méta-analyses ou des revues systématiques, je vais toujours lire le contexte. Alors, déjà, des fois, la méthode, elle est inintéressante sur la méthode. Oui, mais je vais souvent regarder en diagonale aussi le contexte parce qu'il y a toujours des infos, des fois des petites références qui vont faire apprendre un truc sur le contexte qui vont être intéressantes. Donc voilà. Et après, la discussion, je vais regarder dans les grandes lignes, dans la méta-analyse, quel est le point qui m'intéresse et tout. Donc, et quand c'est un sujet touchy où il peut y avoir du conflit d'intérêt, je regarde la déclaration de conflit d'intérêt, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et des fois, je vais chercher vraiment les auteurs, voir s'ils bossent pas pour des marques qui mettent en avant le produit, genre quand on regarde les lasers, etc., les trucs comme ça. Et des fois, il faut faire attention. Mais voilà. En soi, il faut pas faire trop de branlette intellectuelle, comme on dit. Ça fait quand même vachement mal aux yeux de lire des articles, donc il faut le faire, c'est important. On en lit beaucoup, personnellement, pour les formations, pour les articles de blog, etc. Mais il y a une vidéo sur YouTube juste ici pour apprendre à chercher les articles. L'ordre des kinés ne vous a pas empêché de faire de la kiné à distance. Alors déjà, on fait pas de la kiné à distance, de l'accompagnement à distance. La kiné à distance, ça n'existe pas. Donc effectivement, si on disait ouais, je fais de la kiné à distance, peut-être que l'ordre des kinés, ça les dérangerait. Mais en fait, absolument pas, parce qu'on met en avant notre métier de kiné via quelque chose d'hybride, de différent de ce qui se fait d'habitude, plutôt sur une activité de coaching. Et en fait, l'ordre, ils aiment bien que les kinés mettent en avant leurs compétences qui sont plutôt larges. En réalité, on peut faire pas mal de choses si on est formé, évidemment, et si on donne des choses de qualité en tant que service à nos patients.
patient, client, t'appelles ça comme tu veux. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau législatif, c'est largement OK. Il faut juste utiliser les bons termes. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, carrément, moi je suis entièrement d'accord. Je pense que moi, d'un point de vue personnel, il faut aussi que ça remet un petit peu de justice. Et le fait que ça ne soit pas possible, ou du moins qu'on ne pourrait pas faire d'accompagnement à distance pour des personnes qui ont de la douleur et faire entre guillemets de la réhab à distance. Aujourd'hui, on sait, il y a plein de coachs qui utilisent ce créneau-là à juste titre parce qu'ils sont compétents dans ces domaines-là et ils ont des compétences à faire valoir. Et ces personnes qui les accompagnent, eux, peuvent les payer directement, choisir leurs tarifs, etc. Donc je vois pas pourquoi nous, en tant que kiné, on ne pourrait pas valoriser nos compétences au même titre que des coachs sportifs, ou sinon ça serait tout simplement profondément injuste et ça serait problématique. Donc en vrai, tant que c'est bien fait, encore une fois dans le respect, on va dire, et donc pour le bien de la personne qui dans le respect, voilà, pas de problème. Si jamais tu veux en savoir plus au niveau législatif, t'as juste à faire la TT School. Voilà, classique, efficace. Question suivante, très intéressant celle-là. Comment continuer à progresser à 54 ans, que ce soit au niveau musculaire et physique, tout en évitant les blessures? Alors, première chose qui va être assez intéressant, pour moi, si t'es une femme, c'est un peu plus dur parce qu'il y a l'ostéoporose qui arrive, etc. Au niveau hormonal, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va prendre le cas le plus difficile, qui serait le cas d'une femme, évidemment. Ce qui se passe, c'est que en plus de ces modifications hormonales, il va y avoir une modification naturelle des fibres musculaires de type 2 qui vont avoir plus tendance à devenir des fibres musculaires de type 1. Donc, en réalité, ce que tu perds avec l'âge, c'est de la force. Et ça, c'est assez problématique parce que la force, c'est quelque chose de super important pour l'autonomie, pour la vie de tous les jours, pour la progression sportive et surtout pour gérer les douleurs et éviter les blessures. Parce que plus tu as un niveau de force élevé, plus tu tolères la contrainte. Donc, en réalité, il faudrait encore plus mettre l'accent sur le renforcement musculaire, développer sa force. Alors, pas faire du squat low bar pour essayer de faire 200 kg en mode powerlifting, mais développer sa force maximale intelligemment sur des mouvements qui sont pertinents dans ta vie de tous les jours ou dans ta pratique sportive. Donc, mets l'accent pour moi sur le renfort, c'est le truc qu'il faut surtout pas négliger. Porter de la charge et évidemment, du coup, ce qui va avec, bien manger, assez de protéines. On sait aussi que, alors t'es pas une personne âgée, 54 ans, on peut pas dire que t'es une personne âgée, mais avec l'âge, on a une appétence moins importante pour les protéines et malheureusement, bah, ça amène toute une cascade de réactions qui fait que t'es moins propice à créer du muscle, à garder ta force, etc. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Carrément. Je pense qu'après, il y a aussi une notion, quand tu parles de continuer de progresser à 54 ans, je pense que ça dépend aussi de ton niveau de base parce que si t'étais à un top niveau à 30 ans, bah, malheureusement, ça va être compliqué de continuer à progresser à 54 parce que, bah, voilà, Thomas l'a dit, le vieillissement naturel fait que nos qualités physiques vont diminuer. Après, si imaginons qu'on se mette à une activité, par exemple, on va continuer de pouvoir travailler ses qualités physiques et progresser parce qu'on ne les avait jamais travaillées. Donc, tout dépend aussi d'où est-ce qu'on se situe. Et après, je pense qu'il y a des qualités peut-être de souplesse, notamment, qui peuvent être continuées à être, et de mobilité, qui peuvent être continuées de travailler je pense que avec l'âge et on peut continuer de progresser carrément. Et j'ai rien de plus à dire, hein, c'est vraiment pour moi, la force, c'est égal à l'autonomie et la problématique que quand on vieillit, et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est perdre notre autonomie, ne pouvoir subvenir à nos besoins. Donc là, faut travailler là-dessus. Carrément. Donc pour faire simple, manger assez de protéines, assez de lipides et faire du renfort. J'espère qu'on t'aura aidé avec cette belle réponse. C'est sûr. Hello la team, des recommandations d'étirement, massage et exo en cas de lésion cartilagineuse dans le genou. Je réponds à la place de Simon. Pas spécialement. Là, il n'y a pas assez de contexte pour te dire quoi que ce soit. À 21 ans, on m'a dit d'arrêter de lever mon épaule car j'ai une arthropathie acromioclaviculaire. Dois-je l'accepter et vivre avec toute ma vie? Ouais, mais évidemment. Là, franchement, moi, je te dis, prends un objet contendant, tu vas voir ton médecin, tu lui mets un bon coup dans les genoux, mec, c'est tout ce qu'il mérite. Voilà, tout simplement. Ça n'a aucun sens. Les arthropathies acromioclaviculaires, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur des sujets asymptomatiques. C'est honteux. Donc déjà, c'est pas forcément ça qui te fait mal. Et même si t'as mal à l'épaule, il faut pas arrêter de t'en servir. C'est honteux, mais il faut la remettre en charge pour lui donner plus de capacité vis-à-vis des contraintes que t'imposes. Donc évidemment, non. Ça, c'est dramatique. C'est contre ce genre d'incompétence qu'on se bat avec et qu'on veut changer avec Training Therapy. C'est pas normal. Bonjour. Pourquoi tu fais ça en plus de ton travail? Quelle est la vraie raison? Ou peut-être y en a-t-il plusieurs? Pourquoi ne pas écrire un bouquin, se faire une image via conférence, invitation à des séminaires, parler de tout ça? Les deux approches peuvent être valides, certes, mais je veux vraiment savoir vos raisons qui vous font choisir YouTube et son immense roue à broyer de la chair humaine pour ça. Merci, bonne continuation. Alors, l'oseille. Non, pour l'argent, mec. Déjà, arrête de mentir. C'est notre travail. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est notre travail, c'est une partie de notre travail. Et deuxièmement, est-ce que tu as l'impression qu'on broie de la chair humaine sur YouTube, que nos contenus exploitent des gens, font des choses négatives? Je pense pas. Je sais pas si c'est ça la question. Bah, je pense qu'on véhicule quand même des bonnes valeurs, du moins c'est ce qu'on essaye de faire. Donc pourquoi on fait ça? Bah déjà pour le plaisir, on aime bien le faire, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est une partie de notre taf. Et troisièmement, bah, parce que vous êtes beaucoup, plus de 50 000 aujourd'hui, à kiffer nos vidéos. Donc si ça peut vous divertir, vous faire passer des bons messages à travers ça, et vous éduquer sur certains points comme sur la kiné par exemple, bah tant mieux, voilà, c'est un petit peu ça l'objectif. Moi je pense que l'objectif c'est d'avoir une communauté de personnes qui aiment qui ont envie de comprendre les problématiques du corps, de la santé, dans le sport, etc. Et plus on est nombreux, plus on aura d'impact pour essayer de faire changer les choses à notre niveau sur des pratiques qui sont pas forcément au niveau tout simplement. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'améliorer le système de santé français
Français, d'améliorer la vie des Français par ce qu'on prêche comme paroles qui sont le fait de faire de l'activité physique, de prendre soin de son corps, etc. Je pense que ça aidera le monde, enfin du moins j'en suis convaincu personnellement. Peut-être que j'ai pas raison, mais j'en suis convaincu. Si, clairement. Parfait. Alors, question suivante. Salut, comment ça se passe pour être kiné en Réunion ou dans les dom-toms? C'est différent en métropole. Alors, je te donne mon avis, même si j'ai pas bossé là-bas, j'ai plein de potes qui ont bossé là-bas. Je crois que ça change strictement rien. Faut être inscrit à l'ordre des kinés et avoir un truc à l'ordre des kinés de la... La question, c'est pour les études, non, je pense? Non, c'est pour bosser en... T'es sûr? Ouais. Parce que les études, c'est pareil, il y a eu des écoles là-bas, je crois. Pour être kiné en Réunion. Ouais, je sais pas, j'ai compris. Ok, bon, on n'a pas compris pareil, mais ouais, sinon je crois qu'il y a... Faut être à l'ordre du département en question, et puis voilà. En tout cas, il y a quelques avantages fiscaux. En tout cas, le prix de la séance est un petit peu plus cher. Et voilà, après, c'est pas exactement le même modèle, on va dire, de fonctionnement de ce qu'on a pu entendre, parce que nous, on n'a jamais bossé. Mais après, c'est comme tout, je pense que les mentalités peuvent changer si c'est bien expliqué aux patients. Donc, carrément. Pas de spécificité particulière, je pense. Rien de spécial. Semelle orthopédique et entorse dès mon premier match de basket. Y a-t-il un lien? Bah écoute, si tu te faisais pas d'entorse avant de mettre ta semelle, peut-être que c'est un signe du destin, voilà, t'avais pas forcément de chance, etc. Ah, c'est impossible de savoir. Mais ouais, déjà c'est impossible de savoir. Mais potentiellement, bah ça peut jouer. Déjà, ça dépend du facteur de l'entorse. Si t'as sauté, que t'es retombé sur un pied, bon, c'est pas la semelle. Ça peut, hein. Bah mais non. C'est difficile de savoir. Bon, en soi, les semelles, ça peut être intéressant en curatif, ok. Ouais. C'est un adjuvant qui est très intéressant, notamment pour certaines pathologies de genoux. Mais sur le long terme, mais à garder 6-8 semaines dans ce qu'on retrouve dans la littérature. Sur le long terme. Qui vous fait vos vidéos Insta, YouTube? Vous êtes en couple? Travaillez-vous encore au cabinet? Avez-vous fait d'abord la formation kiné ou prépa physique? Seriez-vous accompagné une pole danceuse en prépa physique et ou en rééducation? Merci, chapeau. Tu mettais cet emoji chapeau? Bah sur MSN à l'époque. Après les jeunes ils connaissent pas MSN, mais bon, ça envoie des whiz et tout. Mais bon, alors c'était en 2000. Qui nous fait nos vidéos Insta? Il y a Léo le boss. Il y a sa chaîne YouTube juste ici si tu veux. Il y a aussi Max. De temps en temps il y a Clément qui est derrière la caméra, mais la plupart du temps ça va être Léo et Max, et moi aussi, et c'est vrai, évidemment. Et oui, enfin là je te parle des monteurs, hein, je te parle pas des acteurs. Les acteurs c'est soit moi, soit Maxime, soit Simon, soit Marie. C'est rare pour moi. Ça dépend, voilà, on est plusieurs à tourner. Les vidéos YouTube, c'est la plupart du temps Clément, des fois ça peut être Léo et Max aussi, mais Clément c'est un petit peu notre... T'es quoi Clément? T'es le directeur artistique. Directeur artistique, hein. Bah c'est ça. T'es très épais en tout cas. Il est très épais. Là il a les biceps gonflés parce qu'il tient la caméra tout à l'heure. Donc ouais, c'est cette petite équipe quoi qui commence à grossir tranquillement. Est-ce qu'on est en couple? Alors je te donne une réponse. Oui. On est tous les deux en couple. Je n'en dirai pas plus. Tu l'interpréteras comme tu veux. Il y en a un qui a une bague et pas l'autre. Bah si, regarde. Ah oui, moi aussi une bague. Travaillez-vous encore au cabinet? Du coup non. Moi ça fait 2 ans que je bosse plus au cabinet. Toi pareil quasi. Moi on peut pas dire que je travaille au cabinet. J'y vais pour voir des potes de temps en temps qui ont des douleurs et que je vais traiter parce que j'aime quand même ce contact aussi gratuitement. Physique. Bah oui parce que bénévole. Un grand cœur. C'est pas une question d'être bénévole, c'est que ça me fait plus chier, je pense, de scanner une ordonnance pour gagner 16,40 € tous les 2 semaines pour voir un pote que de. Enfin, c'est vrai. J'ai pas forcément besoin, j'avoue. C'était un goal life qu'on avait, et maintenant c'est accessible. Donc et ça, c'est incroyable. Avez-vous d'abord fait la formation kiné ou préparateur physique? Évidemment, kiné en premier. Moi, perso, je coachais mes potes à partir de 14 ans, 15 ans, peut-être 1 an après que j'ai commencé à m'entraîner. Donc j'ai fait à l'arrache sur le terrain. Je leur ai fait tenter plein de trucs, des clusters, des WOD à l'époque, enfin bref, des dingueries. Donc on a enchaîné 2 ans après le diplôme de kiné. On a fait kiné, formation de kiné du sport et direct après formation 2018, je crois. Ça doit être ça. Seriez-vous accompagné une pole danceuse? Oui, en soi. Parce que... en kiné, oui. On l'a déjà. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu une. En prépa physique, il faut juste réfléchir aux contraintes du sport. Ça se fait, ça demande de la réflexion. Ouais. Moi, aujourd'hui, je préfère quand même me concentrer sur des sports que je vais, pas forcément que j'ai pas pratiqué, mais du moins où je vais comprendre vraiment les problématiques. Étant raide comme un bâton, je suis pas sûr de bien comprendre les problématiques du pole dance, les angulations et tout, même si je le conceptualise. Je suis plutôt partisan du fait d'avoir quand même cette idée-là de la qualité physique. Après, chacun a son avis là-dessus. Ouais, je pense que tout s'analyse pour moi, mais voilà pour tes questions qui étaient très larges. Est-il vraiment possible de préparer un Ironman 70.3 et de suivre une prog de squat en simultané? Oui. C'est possible. Oui. Est-ce que tu vas progresser de manière optimale sur les deux? Non. Sache que tu vas souffrir au squat, et que tu vas souffrir en course, et ça demande vraiment énormément de temps et de faire des petits raccourcis parfois quand même. Ouais, il y a des petits raccourcis, il y a des sessions à adapter, il y a une organisation à avoir, mais c'est faisable, c'est pas optimal, on va pas se mentir. Si tu gardes alors en fait ça dépend de ce que tu fais sur ton squat. Si tu veux progresser au squat, genre aller taper un gros record, ça va être difficile, mais ça peut se faire. Si tu veux entretenir ton squat ou faire du squat pour développer tes capacités physiques,
pour la course à pied et le vélo, bah oui, largement, et c'est même pertinent. En soi, moi, je conseillerais à un triathlète de faire du squat de manière adaptée. Si tu veux aller taper 200 kg au squat, par contre, ça va être un petit peu plus complexe, mais en vrai, tout se fait. Encore une fois, ça dépend de ta vie. Si tu travailles de 8h à 20h, bah, ça va être extrêmement compliqué d'allier les deux. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que kiné fait bien gagner sa vie? Ça, c'est une question incroyable. Poseur d'électrode, t'es chaud, hein. T'envoies des milliers d'euros, mon pauvre. En vrai, ça dépend. Mais non. Ça dépend. Non, mais la réponse est non. Ça dépend ce que t'entends par bien gagner sa vie. La réponse est non. En soi, les gens, ils pensent qu'un kiné, ça gagne franchement facile 4000 euros non, mais net. C'est absolument pas le cas. Réfléchissons une minute. Tu vas chez le coiffeur, tu te fais couper les cheveux, tu payes 27 balles, mec. 27 balles, 30 minutes. Tu vas chez le kiné, il te fait un bilan, tu travailles 30 minutes, c'est payé 16,40 €. Mais qu'un coiffeur gagne mieux sa vie qu'un kiné. Donc la réponse est non, tout simplement. J'adore les coiffeurs, je kiffe ce métier. Ouais, c'est un métier incroyable, ils rendent les gens beaux et tout, c'est lourd. Mais kiné, c'est un métier incroyable. On permet aux gens de ne plus souffrir de leur douleur normalement. Voilà. Tu gagnes pas mal ta vie, mais tu es obligé de travailler beaucoup pour gagner. Tu gagnes mal ta vie. Tu gagnes mal ta vie pour les compétences acquises. Tu gagnes mal ta vie. Je suis tranché, désolé. On n'est pas 100% d'accord. Petite question étude. Que pensez-vous des cours de kiné en France? Est-on en retard sur la science? En retard sur la science, carrément. Alors, perso, je pense qu'on n'est pas en retard sur la science. Ouais, je pense que c'est ultra dépendant vraiment de ton école. De l'école. Je pense que c'est très injuste. Bah oui, c'est injuste, par nature. En vrai, nous, en sortant de l'école, on n'était pas en retard sur la science parce qu'on avait eu plein de données à ce propos et on était assez avertis sur tout ce qui est études scientifiques, esprit critique et tout, peut-être un peu trop. Ouais. Et pour le coup, on était en retard sur la pratique. Exactement, on était en retard sur l'aspect professionnel, expérience et on était toujours en train de remettre en question tout. Parce que la science remet en question tout. Parce que voilà, c'était notre école où on a appris comme ça. Il y a d'autres écoles où c'est pas du tout le cas et ils sont plus concentrés sur la pratique, peut-être moins sur les études. Enfin, du moins à notre époque, peut-être que ça a changé aujourd'hui et on est peut-être des vieux. En vrai, en termes de retour, si on prend notre expérience à nous et les stagiaires qu'on a eu, je pense qu'on n'est pas du tout en retard sur la science. Par contre, on est en retard sur la pratique active, donc d'exercice, et surtout la connaissance de la réalité du terrain libéral en soi. Parce que, en vrai, tu apprends quand même beaucoup de choses qui sont adaptées à l'hospitalier. Après, la formation initiale se veut aller dans ce sens-là. Pour autant, il y a très peu de kinés qui vont aller travailler en hôpital ou en centre. C'est pas que c'est pas bien, loin de là, mais la plupart des... financièrement, c'est moins intéressant. Enfin, on pense. Ouais, et au final, c'est pas si vrai que ça. La plupart des étudiants, ils veulent aller en libéral. Et il y a très peu de connaissances là-dessus, sur la comptabilité, etc. Donc franchement, voilà, je pense qu'on n'est pas en retard sur la science. Et même, là, la personne a parlé des études en France. Pour avoir fait beaucoup de formations avec des étrangers, franchement, ils sont pas plus chauds que les Français. C'est juste qu'ils ont des conditions de travail qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus valorisantes. Du coup, ils peuvent faire plus de choses. En soi, en termes de connaissances, pas forcément meilleur. C'est clair, entièrement d'accord. Et je pense que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux étudiants qui vont aller travailler dans le libéral. Et c'est une problématique qui est souvent remontée. Ils arrivent, ils sont diplômés et ils ont peur, ou du moins il y a une appréhension, ils savent pas trop, ils vont trouver en libéral. Donc ça montre bien qu'il manque certaines choses. Donc si jamais toi tu poses des questions par rapport à ce qui va se passer juste après ton diplôme, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. On va organiser un petit webinaire pour les étudiants et les futurs diplômés à un moment donné. Et donc on pourra répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire à ce propos. On pourra y répondre. C'est très important. N'oublie pas, c'est super important de savoir ce qui t'attend dans le futur parce que c'est ton métier. Donc si tu prends de l'avance, c'est toujours cool. Carrément. Est-il utile de porter des écarteurs d'orteils? Alors en réalité, je pense que ça peut être intéressant si tu passes ta vie en chaussures et des chaussures où t'as pas une toe box assez large en soi. Donc ça te permet de retrouver cet écartement un petit peu naturel des pieds. En soi, c'est pas magique, mais je pense que ça peut être intéressant en activation, sur tes warm-up, etc. ou juste pour marcher dans la vie de tous les jours. Un conseil beaucoup plus simple, ce serait de réussir à te construire une vie où tu peux vivre en claquette. Jette ta claquette comme ça. Voilà. Hop, ou pieds nus et ce sera tout aussi simple, quoi. Voilà, tout simplement. Plus de claquettes. Hello, merci à tous déjà. Merci à toi. En vrai, je me demande comment vous faites pour financer un contenu d'une telle qualité sur YouTube, car il me semble qu'à 50 000 abonnés, et oui, on a 50 000 abonnés, on gagne pas beaucoup sur YouTube. Même si j'ai aucune idée de comment ça fonctionne au niveau argent sur YouTube et à partir de combien d'abonnés ça rapporte. Mais voilà, il me semble que c'est à perte, non? Du coup, voilà, bonne journée. Alors, je vais te dire exactement combien on gagne sur YouTube. On est à peu près à 1 200 €, je crois, par mois. Attends, à peu près. Je vais aller sur YouTube Studio tout de suite. Et encore, ça, c'est quand on monétise toutes nos vidéos. Sachez que quand on met des musiques qui sont des musiques de films non libres de droit, après, la plupart des musiques qu'on met, en fait, on paye un abonnement, pour faire simple, pour pouvoir mettre des musiques qui sont libres de droit quand tu as l'abonnement. Donc, tu payes quand même un minimum. Mais si tu mets des musiques connues, genre du Hans Zimmer, de Batman, du Booba, peu importe, tu auras une question sur Booba d'ailleurs après, tu peux pas monétiser ta vidéo parce que ça voudrait dire que tu te fais de l'argent via un contenu artistique qui a été fait par quelqu'un d'autre. Donc là, tu vois, revenu estimé, on est pile poil sur le dernier mois, les derniers 31 jours à 1K €, donc 1000 €. On a gagné 1000 € avec YouTube. Donc évidemment, pour payer une vidéo de qualité tous les dimanches, évidemment, c'est archi pas rentable. En plus, on met tous les shorts, etc. qu'on fait monter. Donc c'est pas rentable, mais c'est pas à perte parce qu'en soi, c'est un moyen de communication pour nous. Donc si on regarde juste ce côté-là, évidemment, on gagne pas d'argent. Mais si on voit un petit peu plus large, on gagne de l'argent parce que c'est un investissement. Je pense que par mois, comme je disais, c'est entre 1000 et 1200 €. Et nous, on investit, on pourrait dire ça, peut-être 4 5 000 €. Ça doit être ça. Parfois plus, si
on va faire des tournages un peu plus loin et tout. En fait, il y a plein de choses qu'on prend pas en compte. Ouais, genre oui, les parce que tu te déplaces, les et tout, c'est vrai, logements, au moins. on prend pas en compte. Mais effectivement, tu as raison, les vidéos qualité comme on fait, parce que c'est vraiment de la grosse qualité, ça demande énormément de travail. Et en fait, on compte même pas nos heures à nous dessus. Certes, les monteurs, etc., ils vont nous facturer des heures, mais nous, on compte pas nos heures qui sont incalculables, même si le temps des monteurs est difficilement calculable aussi, parce qu'ils travaillent beaucoup. Bref, c'est pas à perte en soi, mais c'est pas si tu prends que l'argent que YouTube te donne via les pubs que tu mets sur ta vidéo. C'est pas nous qui choisissons les pubs quand on regarde une vidéo, mais c'est pas rentable en soi. Je pense que de toute manière, ce qu'il faut retenir de ça, je pense, c'est que dans la vie, quand tu as des objectifs, à un moment donné, il va falloir investir quelque chose. Ça peut être du temps uniquement. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Instagram. On a investi énormément de temps pour pouvoir, parce qu'on n'avait pas forcément, on n'avait pas d'argent à ce moment-là à mettre dans ce réseau social-là. Mais parfois, c'est de l'argent. Et cet investissement, l'idée, c'est d'être en capacité de calculer le retour sur investissement que ça va donner pour se dire, OK, je vais dans la bonne direction ou je ne vais pas dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, on sait que on va dans la bonne direction. On sait que potentiellement, plus tard, en augmentant aussi notre nombre d'abonnés, on pourra avoir des collaborations commerciales qui vont nous ramener des revenus également, comme on a pu commencer à en faire sur certaines de nos vidéos. Et tout ça va faire que ça va faire grossir notre écosystème et du coup, ça va être rentable. Donc pensez Nike, si tu Nike, Oakley, sponsorisez-nous les gars, on met en avant les trucs. En fait, ce qui est important de se dire toujours, c'est OK, qu'est-ce que j'ai à perdre dans ce projet? Ne pas avoir peur de se lancer. On a tous fait des erreurs. OK, on a perdu peut-être du temps, peut-être de l'argent, mais en tout cas, on n'aura pas de regrets derrière. Question suivante. Est-il nécessaire d'être sur les réseaux pour réaliser des suivis à distance? Alors, réponse évidemment non, pas du tout. Mais si tu veux aller plus loin, on t'a fait une formation complètement gratuite. Tu as juste à cliquer sur le lien ici où je t'explique tout. Comment créer une niche, comment communiquer. Bref, il y a encore plein d'autres choses. Tu la regardes et tu auras toutes les réponses à tes questions. Donc fonce, tu perdras pas ton temps. Juste pour rajouter un petit peu de détails là-dessus. En fait, à quoi ça sert les réseaux sociaux? Ça sert juste à toucher des gens qui ne sont pas dans ton cercle proche au niveau localisation. Mais au final, quand tu habites dans une ville de même 5000 habitants, même 2000 habitants, c'est-à-dire que tu as 2000 personnes potentiellement qui pourraient bénéficier de ce que tu as à proposer. Donc c'est comme si tu dis, OK, est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un à faire des exercices chez lui à distance sans utiliser les réseaux sociaux en mode coach sportif? La réponse est oui, parce que tout le monde peut faire du sport à domicile et avec un programme. Voilà. J'en dirais pas plus. La réhab à distance, c'est l'avenir selon vous? Alors, est-ce que c'est l'avenir à 100%? Non, mais ça fait partie de l'avenir. Pour moi, ça reste important dans les années qui vont venir. N'oubliez pas le coco, quand le coco nous est tombé sur le coin du visage comme ça, paf, et on était bien content de pouvoir en faire, ceux qui avaient pris les devants. Donc on sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. En soi, pour moi, c'est une part importante des soins, parce que en réalité, les gens n'ont pas que ça à foutre de venir au cabinet tout le temps. Ça prend du temps. Donc c'est un skill à maîtriser. C'est pas l'avenir à 100%, mais ça fait partie de l'avenir. Je suis d'accord. Pour moi, l'avenir, c'est l'hybride. Exactement. Présentiel et distanciel. Si jamais tu as envie d'apprendre à développer ça, tu cliques sur le lien ici. On va t'expliquer dans une petite formation gratuite. Voilà, c'est très simple. C'est expliqué. Ça prend pas longtemps. En 40 minutes, tu as compris un peu le délire. Quelle importance accordez-vous à l'aspect neuro des douleurs, blessures? Une importance importante en réalité. Il est vraiment important de comprendre qu'il y a 3 types de douleurs. Il y a la douleur neuropathique, qui est une douleur liée à un dysfonctionnement du système nerveux, qui est un peu plus compliqué à traiter en soi. Il y a la douleur nociceptive, donc qui est liée au nocicepteur. C'est la douleur qu'on connaît plus ou moins tous quand on se brûle, par exemple. Hop, ça active les nocicepteurs. Le cerveau l'interprète comme de la douleur et on enlève notre main, c'est un réflexe. Et après, il y a la douleur nociplastique, qu'on appelait sensibilisation centrale avant, qui est un peu plus complexe, et c'est celle-là où justement c'est assez important, l'aspect neuro, etc. Parce qu'en fait, il faut désensibiliser le cerveau et tout le système nerveux en réalité à l'interprétation de la douleur qu'il fait vis-à-vis en fait d'une stimulation pas forcément très importante, et lui il l'interprète comme de la douleur. N'oubliez pas que la douleur c'est juste une perception, une interprétation d'un signal. Donc oui, évidemment, il y a des choses super importantes là-dessus. Et il faut savoir bien l'expliquer aux patients et trouver les bonnes thérapies pour ça. Et c'est pas forcément que l'actif qui fonctionne, même si c'est la bonne base de la pyramide. Voilà, il y avait des singes dans ma tête comme ça. Mais il a tout dit, il a raison. Bonjour, je suis avec beaucoup d'intérêt vos vidéos très didactiques et bien documentées. Je souffre d'une tendinopathie patellaire bilatérale depuis maintenant plus de 6 mois, avec une rééducation réellement adaptée depuis 2 mois, type renforcement musculaire excentrique et protocole Heavy Slow Resistance. Pour l'instant, clairement, aucun progrès. Les douleurs ne diminuent pas et je peux à peine courir 30 minutes. L'IRM confirme le diagnostic. Que faire d'autre? Merci encore pour vos contenus. Alors, tendinopathie patellaire bilatérale depuis plus de 6 mois. Ok. En soi, pour moi... C'est quoi, c'est 2 mois de... Là, ouais, ça fait 2 mois de rééducation avec du HSR et tout. Normalement, tu devrais avoir des petites améliorations dans la vie de tous les jours. Peut-être que ta gestion de la charge sur la course, parce que tu me dis je peux à peine courir 30 minutes, mais si à chaque fois tu essaies de courir 30 minutes, c'est sûrement déjà trop au départ, il va falloir réadapter ça. Excusez-moi. Donc en vrai là c'est difficile de te dire, on a beaucoup de questions comme ça sur Insta et tout, quand on n'a pas plus d'infos c'est compliqué. Si jamais tu veux plus d'infos, tu peux réserver une consultation avec nous, on échangera sur le sujet, mais en soi 2 mois de protocole HSR, peut-être qu'il y a potentiellement mieux à faire. Et je rebondis un petit peu sur le c'est confirmé à l'IRM. En soi, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est dit sur le compte rendu de l'imagerie que c'est forcément ça qui te pose problème.
Donc là, c'est difficile de te donner tous les tenants et les aboutissants. Mais dans l'idée, je m'orienterai plus sur la gestion vraiment de la contrainte sur la partie course plutôt que sur le reste. Je suis assez d'accord. Il y a juste un diagnostic différentiel sur les tendinopathies, sur les douleurs qui peuvent mimer des tendinopathies rotuliennes, sur des implications un peu nerveuses et centrales du coup. Donc si vraiment ça fonctionne pas du tout, tu vois aucune amélioration, il faudra peut-être aller chercher d'autres choses et trouver un professionnel qui va pouvoir qualifier, qui va pouvoir prendre en compte l'ensemble de ton contexte. Parce que voilà, là on a une question, ça va être difficile de te donner une vraie réponse. Moi je te dirais de continuer encore un mois. Si tu vois pas du tout d'amélioration à 3 mois, là il faut chercher autre chose. Bien vu, bien vu, bien vu. Question suivante. Quand on traîne une ou des douleurs depuis des années, qu'on a plus 20 ans mais le double, donc 40 ans, comment s'y retrouver face à tous ces conseils, programmes qu'on trouve sur internet, Training Thérapie, Major Mouvement, Christophe Cario, aime ton kiné. Et surtout, comment faire quand on n'a pas de kiné sur son secteur, ou bien qu'il y en a mais qu'il donne des conseils opposés aux vôtres. Changer de kiné. Je suis le programme Dos sans douleur depuis plus de 2 mois et ça fait vraiment du bien. En parallèle, renfo genou suivant vos vidéos YouTube. Bref, continuez, c'est top. Merci à toute l'équipe. En vrai, la réponse est dans la question. Voilà, il faut s'orienter potentiellement sur des professionnels qui sont à distance, mais qui connaissent ta problématique et qui peuvent t'aider. Ouais. T'as tout dit, hein. Si tu suis le programme et que le programme il te fait du bien, tant mieux. Si tu t'intéresses toi aussi au programme, t'as juste à cliquer sur le lien ici. Petit programme, tranquille. Carrément, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un système qui fait qu'on ne peut pas trouver des professionnels de santé compétents partout où on se trouve en France, du moins en présentiel. Donc forcément, on va devoir aller chercher autre chose. Et après, comment choisir les conseils? Essaye de confronter peut-être les différentes idées, les différentes façons de communiquer des différentes personnes que tu as citées. Et toi, tu vas choisir peut-être celle qui te paraît la plus pertinente, la plus logique, la mieux expliquée, entre guillemets. Donc voilà. Et puis, bon, en tout cas, ravi que ce programme Dos sans douleur puisse t'aider. C'est le but, en tout cas, de ce qu'on fait. Donc, parfait. Il s'appelle le Back Strength maintenant. Le Back Strength, pardon. Ouais, on a changé. assez Bref. anglais. Allez, question suivante. Quelles sont les études humaines randomisées en double aveugle qui montrent que la supplémentation en collagène apporte un bénéfice? Merci, point. Alors ça, je connais très bien ce genre de personnes qui posent ces questions. C'est des gens qui ne croient absolument pas en le pouvoir du collagène et qui se disent « Ah, ils sont sponsorisés par NutriPure, etc. Ils veulent mettre en avant des produits de merde. » Et mon gars, j'ai la réponse à ta question. Tu regardes sur l'écran, là, t'as plein d'ECR randomisés en double aveugle, des ECR quoi, qui te montrent que le collagène est très intéressant dans la gestion des douleurs et bien plus que ça. Donc t'as juste à cliquer dessus, tu les lis parce qu'apparemment t'as l'air d'être chaud en études scientifiques, mon pote. Donc lis-les et puis après on en rediscute si t'es pas d'accord avec les études. Je te mets juste ici le contrat de NutriPure aussi pour la collaboration. Je suis thérapeute. J'ai une entorse sternoclaviculaire due à des médicaments. Je la gère bien, mais j'aimerais votre avis sur cette blessure et à votre avis, quels seraient les exercices idéaux pour cette pathologie? Quelque chose de rare, il y a peu d'informations. Je réponds. Alors là, moi au-dessus de la ceinture, j'allais dire. En dessous, c'est mieux. En dessous, ça va pour moi, mais au-dessus, c'est pas bon. Une entorse sternoclaviculaire due à des médicaments, je suis incapable de comprendre. Maintenant, si tu as eu une entorse sternoclaviculaire, dans 75% des cas, c'est antérieur, ok, donc c'est pas grave. Par contre, c'est pas très stable en termes de rééducation et de réduction si jamais on opère. Et dans 25% des cas, c'est postérieur, donc là, c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a tout le paquet vasculo-nerveux derrière. En réalité, ça reste très rare quand même. Normalement, tu as dû avoir un choc ou alors c'est dû vraiment à une grosse pathologie de l'articulation. C'est une articulation où il y a un ménisque et tout. C'est assez compliqué. En vrai, je pourrais pas te donner de conseils comme ça. Faudrait vraiment voir au cas par cas. Donc, ce genre de questions, c'est vraiment très compliqué d'y répondre. Et encore une fois, dû à des médicaments, je suis incapable de te dire quoi que ce soit. Donc, va voir un bon kiné, va voir un bon médecin et essaie de trouver si le problème n'est pas ailleurs. Parce que franchement, une entorse sternoclaviculaire avec des médicaments, no comprendo. Ouais. Fais-nous un petit mail quand même, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours comme ça et au moins ça nous apprend des choses. C'est important. Question suivante. Est-ce que vous avez d'autres objectifs après l'Ironman? Mettre les pieds dans l'eau glacée, hein. Ça va faire du bien après, hein, je pense. Ah ouais. Se mettre comme ça. Franchement, changer de sport pour moi. Ou du moins arrêter les sports. C'est trop long. C'est trop long, il n'y a pas assez d'intensité pour moi. Je vais peut-être faire des plus courtes distances en triathlon, reprendre un petit peu le crossfit pour se remuscler un peu parce que franchement, oh là là, c'est horrible. Moi, je me tâterais bien un petit arc muscu, tu vois. Genre, pas bodybuilding, mais muscu, histoire de reprendre un peu du muscle parce que là, on est un peu maigrelet. Donc, peut-être. En vrai, j'ai pas spécialement d'idée. Moi, je vais snatcher 100, moi. Allez, il a annoncé sur YouTube, le snatch à 100 kg. Je souffre d'un caractère distendu et œdémacié du LCA, donc ligament croisé antérieur pour ceux qui savent pas, et du tendon quadricipital sans signe de rupture, d'hypersénal lésionnel de bas grade de la corne postérieure du ménisque médial. Quels exercices de renforcement musculaire puis-je faire en attendant la reprise de la course à pied et du VTT? Par avance, merci. Vos vidéos sont simples, précises, enrichissantes et compréhensives pour le commun des mortels. C'est notre but. Le but, c'est de vulgariser au max les choses sans les dénaturer. Simon, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'il faut se fier à l'imagerie à 100%? Je pense que là, du coup, dans le message, c'est uniquement, enfin, du coup, c'est très bien, hein, c'est la description que tu as eue de l'IRM ou de l'imagerie que tu as pu faire. Dans ta question, que je retiens, moi, c'est qu'il n'y a pas de rupture et qu'il n'y a rien de grave à proprement parler sur la blessure.
blessures. Ta question, c'est quels exercices faire pour reprendre le vélo et la course à pied. Déjà, première chose, c'est pas du tout le même niveau de contrainte. Donc, tu pourras reprendre le vélo bien avant de reprendre la course à pied. Peut-être même que le vélo, à partir du moment pour moi, où tu n'as pas mal. Après, c'est du VTT, mec. VTT de descente. Je sais pas. Parce que si c'est VTT de descente, ouais, bon, VTT de descente, prends un petit peu ton temps. Mais si c'est du VTT où tu peux te permettre de ne pas trop forcer, tu vas pouvoir reprendre vraiment rapidement. Et la course à pied, après, ça va vraiment être en fonction de la douleur. Et en ce qui concerne du coup ta question à propos des exercices, je pense qu'il n'y a pas un exercice clé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent tel exercice pour traiter telle douleur. Oui, c'est un exemple, ça vous donne une idée, mais l'important, c'est de travailler le muscle ou le groupe musculaire qui est spécifique à votre déficit. En fait. Donc là, comme ça, j'aurais juste tendance à te dire d'aller bosser de manière générale le quadriceps, peut-être les adducteurs en fonction de la douleur, mais principalement le quadriceps, un petit peu les ischios. Voilà. Après, je vais pas t'en dire vraiment plus, mais c'est très difficile. Voilà. On peut pas, il n'y a pas d'exercice magique en tout cas. N'existe pas. Allez, question suivante. Bonjour, homme, 62 ans, crossfitter depuis 6 ans, 3 séances par semaine. Opéré d'une hernie inguinale il y a 10 jours. Quel protocole suivre pour une reprise en toute sécurité? Merci, Christian. Alors, Christian, c'est très difficile de te répondre. En soi, il faudrait surtout apprendre à gérer les pressions au niveau du caisson abdominal. On n'est pas expert là-dessus, donc si jamais tu veux regarder des trucs qui s'adressent peut-être un peu plus aux femmes, mais qui sont pertinents pour les hommes au niveau abdos, pression du caisson, on te met le lien d'un Instagram stylé ici, Women in Progress, ça s'appelle. Tu regardes, il y a quelques vidéos intéressantes, tu peux tester des petits exos. Et en soi, le mieux, ce serait de trouver un bon kiné pour t'accompagner là-dessus. C'est ça, ouais, c'est vraiment de la gestion du caisson abdominal, de la capacité à engager son transverse, qui est le muscle le plus profond au niveau des abdominaux, pour éviter qu'en fait, on ait les viscères qui viennent pousser contre le ventre et donc qui viennent forcer sur la chirurgie et la suture, de cette hernie inguinale. Donc, très bien. Voilà. Est-il possible, selon vous, d'éviter les blessures durant toute une vie de training, même avec l'âge? Question d'une femme de 50 ans. Je précise que je suis une femme car je suis persuadé que le sexe joue aussi. Alors évidemment, potentiellement, on en parlait tout à l'heure là sur l'ostéoporose, etc., les hormones. Si t'es un gender fluid, un cactus ou une chaise aussi en 2024, ça joue. Un renard, potentiellement, ça peut aussi jouer. Blague à part, est-ce qu'il est possible d'éviter toutes les blessures? Moi, je pense que oui, si vraiment ton entraînement il est orienté santé et que tu t'entraînes pour être en bonne santé. Par contre, dès que t'es dans le délire un petit peu amélioration des performances, qui est aussi une question de santé en soi, mais essayer de progresser, de faire toujours plus, etc. Compétition. Là, ça devient compliqué pour moi de ne pas se blesser parce que la surcharge arrive vite. Ça veut pas dire que tu vas forcément te blesser. Carrément. Mais tout dépend de l'objectif en soi. Franchement, je suis entièrement d'accord. J'ai lu un livre récemment, c'est incroyable d'ailleurs, sur la biographie. Le fait que tu lu un livre? Ouais. Bah oui, j'ai appris à lire à 22 ans. C'est oui. Non, sur le Renaud Lavillenie, pardon. Oui. Super livre où il partage son retour d'expérience par rapport à ses douleurs. Il s'est fait une rupture, je crois, partielle des ischios. Franchement, quand on lit en tant que kiné, il y a des infiltrations régulières. Il joue, j'allais dire, mais ils font des concours sous anti-inflammatoires, etc. Il faut clairement comprendre que c'est de la pratique de haut niveau. Ils savent pertinemment qu'en faisant ça, ça va être délétère pour eux dans le futur, mais la compétition et la performance passent avant tout. Donc dans cette situation-là, on se rend bien compte que le sport de haut niveau, c'est très destructeur, entre guillemets, pour le corps humain, mais parce qu'on pousse dans ces retranchements extrêmes. Et comme tous les extrêmes, c'est jamais bon. Bien. Félicitations pour votre travail, j'adore les vidéos. Merci. Conseillerez-vous de placer des exos de pliométrie avant ou après le renfort durant une séance jambes? Merci. Alors, en soi, moi je vais te dire ça dépend de tes objectifs. Si l'objectif c'est de gagner en force maximale, bah je mettrai d'abord les exercices de force maximale, parce que l'important c'est de mettre le plus important au début de séance. L'important c'est l'essentiel, comme dit Théo Le Guerrier. En début de séance, en vrai, c'est quand même primordial, parce que c'est là où tu as le plus de jus, donc tu vas mettre le plus d'implication. Par contre, si ton objectif c'est de développer ton explosivité, ta capacité de rebond, ta détente verticale, etc., bah potentiellement tu mets ta plio au départ. Par contre, la plio, c'est vraiment un truc particulier où le but c'est d'avoir un temps de contact au sol, si on parle de saut et tous les dérivés, le plus court possible, et d'être extrêmement réactif et d'envoyer un max de jus sur un temps très très court. Donc pour ça, il faut que tu sois déjà frais au niveau nerveux, relativement frais évidemment. Donc si tu le mets à la toute fin de ta séance, pour moi ça va pas être super efficace. Carrément. Donc soit je le mettrai au début, soit je le mettrai au milieu. Une chose est sûre, c'est qu'il faut être réchauffé pour le faire. Sinon tu risques de te faire mal et puis tu vas pas être capable d'envoyer vraiment toute la sauce. Donc encore une fois, ça dépend des objectifs. La plio, pour faire simple, c'est peu de séries, peu de répétitions et une implication et une intensité maximale. Donc après, en fonction de ça, c'est toi qui vois. Moi, vraiment, j'aurais, comme tu l'as dit, intention maximale sur la pliométrie. Donc pour moi, c'est vraiment en début de séance. La seule raison pour laquelle je le mettrais en milieu de séance, c'est plus pour des raisons rééducation ou préhab, on pourrait dire, pour essayer d'aller tester la plio en pré-fatigue ou sous fatigue pour voir comment la personne réagit et potentiellement l'entraîner aussi sous fatigue, ce qui pourrait être le cas en match, etc. etc. Mais sinon, si c'est juste dans un but, dans un premier temps, d'améliorer
améliorer ses capacités pliométriques de pied, etc., je mettrais ça vraiment début de séance pour le coup. Fraîcheur, max. Exactement. Alors, question très intéressante. Combien de formation ou de temps avez-vous eu besoin pour vous sentir compétent dans votre domaine? Je commence. Alors, en soi, aujourd'hui, moi, je me sens compétent. Faut pas faire la fausse modestie, etc. Ça sert à rien. Je vais pas mentir, je me sens compétent sur l'épaule. Là-dessus, j'ai pas de syndrome de l'imposteur et tout. Je me sens compétent. Ça veut pas dire que je pense que je suis le meilleur thérapeute du monde sur l'épaule. Mais je sens que je suis compétent face à une épaule, que je connais mes limites, en fait, et que je connais aussi mes capacités. Je sais que t'es bon. Bah, je sais que, déjà, je suis meilleur que la moyenne, ça, on va pas se mentir. T'es bon, mais t'es pas le meilleur. Je suis compétent. Mais je sais pas s'il y a un meilleur, de toute façon. Exactement. Le métier de thérapeute, il n'y a pas de meilleur. Je suis compétent sur l'épaule et je suis compétent sur le renfort, vraiment sur la prescription de renforcement et la planification aux patients, je suis compétent là-dessus. Sur l'épaule, combien de temps il m'a fallu? Je pense qu'il m'a fallu au moins 2 ans de formation quasi 100% dédiée à l'épaule pour ça, où j'ai beaucoup pratiqué. À côté, je voyais quasi que des patients qui avaient des problématiques d'épaule, c'était voulu. Donc je pense 2 ans de formation post-diplôme où sur ces 2 ans, j'ai dû faire une dizaine de formations sur l'épaule et où j'ai mis en place ça. Et sur le renfort, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à coacher mes potes quand j'avais genre 14 ans, je me suis entraîné beaucoup. Là, j'ai bientôt 30 ans, donc j'ai plus fait de muscu que je n'ai pas fait dans ma vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je commence à avoir un petit bagage aussi de pratique sur moi-même. Et en vrai, c'est difficile de dire, hein, mais je dirais bien 3, 4, 5 ans, 4-5 ans de pratique de renfort sur moi, sur des patients, sur des potes, pour me sentir compétent là-dedans. Et après, d'un point de vue global, me sentir compétent avec les patients, donc bien communiquer, bien les accompagner. Ça, je pense que ça m'a bien pris 5 ans post-diplôme. Facile. Moi, en vrai, je suis sorti de l'école, je me sentais compétent de ouf, hein, sur tous les plans, rééducation périnéale, tout. Je suis chaud de ouf. Non, de trêve de plaisanterie. Je pense qu'il y a un truc qui est très intéressant parce que la question c'était combien de formations, et tu as dit j'ai été compétent à partir de 4-5 ans de pratique. Ouais. Et je pense que ce qui nous amène la compétence, pas forcément la formation, c'est le fait de pratiquer. Ça, c'est très important. Faut bien avoir en tête également que finalement la compétence, il y a personne qui va vous dire tiens mec, c'est bon, t'es validé, maintenant je te classe dans la catégorie compétent. Cette sensation de compétence, vous allez l'acquérir, vous allez vous sentir légitime à un moment donné. Si vous ne vous sentez pas légitime, dites-vous ok, par rapport à qui je ne me sens pas légitime. Souvent on a tendance à se comparer à des personnes qui ont une expérience, peut-être 10, 15, 20 ans d'expérience dans le métier. Donc forcément, on peut se dire de manière logique que ces personnes sont plus compétentes parce qu'elles ont plus d'expérience, et c'est une réalité. Mais peut-être que vous avez le même niveau de connaissance aujourd'hui, peut-être que même vous avez déjà plus de connaissances qu'eux. Ça, c'est important. Mais je pense que ce qui est important dans le fait de se sentir légitime et compétent, c'est quand même de garder du recul sur son niveau et de pouvoir se remettre en question en allant continuer à faire des formations de temps en temps, s'il y a des nouvelles choses qui sortent, etc., pour pas tomber dans moi je sais, c'est moi qui ai raison, et les nouvelles choses qui sortent, je n'en tiens pas compte. Donc voilà, je pense que je sais pas si j'ai répondu à la question, mais pas vraiment de temps. Pour moi, c'est la pratique qui va faire la compétence. Bien vu. Comment vous avez fait pour être à la fois kiné et préparateur physique? On a passé un diplôme de kiné, un diplôme de prépa physique. C'est ça, transfert en 2018. Facile. Voilà. C'est quand les 100K les 100K abonnés? Objectif 2024. On travaille pour fin 2024. Ça va être dur, mais non, mec, abonne-toi. Abonnez-vous, hein, c'est vous. Abonne-toi ou j'arrive. Pour les 51 000, on aura le droit à un verre de pastis 51. Non, pas d'alcool chez Training Therapy, c'est pas bon l'alcool. Aïe. Après la réalisation non, de votre... Attends, mais 51 000, pastis 51, et à 69 000, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là. T'exagères. Pastis 69. Ouais, pastis 69. Jet 27, on aurait dû faire du... Ouais, putain, merde. Après la réalisation de votre 70.3, comptez-vous continuer l'entraînement pour un full? Non. Ça dépend. Ça dépend comment ça s'est passé. En vrai, je sais que c'est faisable, mais c'est trop chiant. Je sais que j'y arriverai, mais c'est trop chiant. Ça m'attire pas trop, désolé. Si c'est juste pour faire des vidéos YouTube, ça sert pas à grand chose. Ouais. D'ailleurs, ça sert à rien. On n'a pas fait ça pour les vidéos YouTube. J'aimerais des conseils pour de la protéine. Je fais de la course à pied, vélo et muscu. C'est très simple. Il faut que tu en manges suffisamment dans ton apport journalier. Et si tu as besoin de plus, tu peux te supplémenter en protéines. Il y a de la whey, il y a de la protéine végétale, il y a plein de protéines différentes. En soi, si tu t'entraînes beaucoup, ça veut dire au moins un jour sur 2. Et quand tu t'entraînes vraiment, quoi. C'est pas genre séance de renfort de 10-15 minutes, quoi. Voilà, tu te donnes. Il faudrait être entre 1,8 et 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. C'est pas 0,8? On m'avait dit 0,8. Ou 1 à l'école pour les sportifs. Ah oui. Terrible. Si. Ça, c'est terrible. C'est pas ça? Non, je pense pas. Merde. Donc en gros, si tu fais 60 kilos, faut dans l'idée que tu aies au moins 120 grammes. 120 grammes, ça s'atteint normalement assez bien. Si tu manges des protéines le matin, évidemment, faut pas négliger ça. Les œufs. D'ailleurs, question qui n'a rien à voir, si tu devais manger plus qu'une seule chose dans ma vie, ouais, t'as le droit à plus qu'un seul aliment. La mec. Oh, non. C'est bipé, du coup, vous pouvez pas savoir ce qu'il a dit. Qu'un aliment, qu'est-ce que je mangerais? Franchement, faut que je trouve un aliment où il y a des glucides et des protéines. Après, ça peut être que pour le plaisir, tu vois. Ah, que pour le plaisir? Non, ça peut être les deux. Franchement, c'est chaud. Il faut le truc ultime, quoi. Franchement, du riz, mec. Moi, des œufs. Des œufs, parce qu'en fait, le riz, tu peux juste faire du riz cuit, alors que des œufs, tu peux faire une omelette, des œufs au plat. Ouais, mais riz, des œufs à la coque. Du riz pilaf, tu peux faire du riz. Non, c'est que du riz, mec. Ah ouais? T'as pas le droit d'autres trucs. Ok, des œufs, alors, j'avoue, c'est vrai. Il a raison. Tu peux faire des blancs en neige.
Grand fan de Booba, ta musique préférée? Alors, je pense que ça s'adresse plus à moi, mais je vais laisser Simon répondre quand même. Moi, ma musique préférée, c'est très difficile parce que chaque album a une saveur particulière. Musique grand public, vraiment grand public, genre que tout le monde connaît. Je vais mettre, putain, c'est vraiment chaud, hein. Je vais mettre Bulbi. Voilà, tout simplement, celle que tout le monde connaît. Il y a rien à dire, c'est un grand classique. Et musique plutôt perso, je vais mettre Talak, l'intro de Panthéon. Ça, c'est incroyable. Écoutez-le. Faut avoir le cœur bien accroché, mais écoutez ça. Toi, ta musique préférée, Simon? Moi, c'est Booba l'ourson. Mobilité plus progressivité à l'entraînement égale combo gagnant pour éviter les blessures? Oui, parce que la mobilité inclut le renfort, donc oui, évidemment. Est-ce que vos formations en présentiel sont accessibles à de simples coachs sportifs? Merci pour tous vos partages. Alors, certaines, là, on est en train de construire une formation de mobilité en présentiel qui va être à l'attention des coachs sportifs. Pourquoi il y a une séparation et on ne peut aujourd'hui pas accepter les coachs sportifs? Parce qu'on a des obligations d'un point de vue légal, juridique, administratif principalement, avec la France, comme vous connaissez. Donc, on ne peut pas mélanger, entre guillemets, ça demanderait trop d'adaptation. Et en plus, les connaissances des kinés et des coachs, au départ, elles sont diamétralement opposées. Alors qu'au milieu, on va se retrouver avec les mêmes choses. Donc, c'est juste que la manière d'expliquer va être trop différente. Et donc, du coup, il y aura du contenu qui va être intéressant pour les kinés, mais qui sera moins intéressant pour les kinés, et inversement avec les coachs. Donc, voilà. Mais sachez que pour 2025, on va chercher à développer plus cette partie-là avec cette activité de formation pour les coachs sportifs en présentiel également, avec du financement FIFPL, AFDAS et tout le tralala. Pas de CPF, les amis. Arrêtez de nous poser ces questions. Non, ça c'est interdit. Comment travailler sa mobilité de cheville efficacement, s'il vous plaît? J'ai du mal à descendre au squat. Franchement, mec, pour faire follow Mobility Spécialiste. Tu follow Mobility Spécialiste sur Instagram, et si jamais tu veux aller plus loin, tu as un programme dédié. Tu cliques juste ici et tu le prends. Ça va vraiment t'aider. Tu verras qu'à mon avis, il n'y a pas que ta cheville qui te limite. Oui. On imagine que vous réussissez sur le plan professionnel et sportif. Qu'en est-il du plan personnel? Comment alliez-vous vie pro et vie perso? Tu réussis sur le plan professionnel et sportif? Sur le plan, mec, je suis champion de France. Je me suis fait champion de France, les croisés 2 fois, fin de carrière, t'as réussi. C'est vrai. Sinon, j'étais pro, c'est sûr. Non, mais en vrai, je pense d'un point de vue pro, perso, moi, personnellement, je pense avoir l'environnement qui me convient. Je regrette aucun de mes choix de ce côté-là. Et je pense que ce que je voulais et ce que j'ai réussi à obtenir aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir mes contraintes. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais être en capacité de ne pas le faire. Bon, après, il y a plein de choses que je fais encore aujourd'hui que j'ai pas vraiment, ça me fait pas plaisir de le faire, mais je le fais. Genre là, ça te fait chier de faire ça? Non, mais tout à l'heure, j'avais un appel pendant 1 heure sur de la TVA et tout. J'avoue, ça me fait pas plaisir de faire ça, mais bon, voilà, faut le faire. Donc oui, j'ai réussi sur le plan perso, sur le plan pro. Moi, je sais pas ce que ça veut dire réussir, mais aujourd'hui, j'ai la vie que... T'es heureux, mec? Ouais, j'ai la vie que je veux, en fait, tout simplement. Donc, on choisit nos contraintes, et ça, c'est bien, ça se construit, évidemment. Donc, exactement. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi selon nos critères. Je sais pas ce que ça veut dire encore une fois, mais selon nos critères, ça va. Question facile, Simon. Comment continuer à squatter lourd malgré des ménisques fissurés mais sans douleur est-il un problème? Question facile. Comment continuer à squatter lourd malgré des ménisques fissurés mais sans douleur? Squatter. Voilà, tout simplement. Si t'as pas de douleur, mec, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais si t'as pas de symptômes, l'imagerie ne prime pas. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement. Bonjour. Pensez-vous que certains soins chez un kinésithérapeute pourraient être déremboursés par la sécurité sociale dans un futur proche? Oui. Moi, je pense qu'il faut. C'est même pas. Il faut. Certains soins. Oui. Il y a des lesquels, trucs, genre? Franchement, allez, le combo. Déjà, la poche de chaud, ça, franchement, c'est criminel. Poche de chaud, électro. Non, pas électro. Ultrason, ça, c'est nul. Mais personne ne fait ça. Si. Trop fort. Mais non, mais il n'y a pas écrit ça sur l'ordonnance, de toute façon. Si. Certains soins. Ouais, si, il y a des trucs qui devraient être déremboursés, mais franchement, on va pas rentrer dans le détail, ce serait trop long. Le laser. Justement, petite question en lien. Selon vous, quel est le top 3 des pires patients à avoir avec lesquels vous avez le plus de difficultés à traiter? Ouais, je commence. Moi, franchement, number 1, c'était les femmes, plutôt la cinquantaine, qui ne font pas de sport, qui n'aiment pas leur travail et qui ont mal au cervical. Là, franchement, j'étais démuni. J'étais démuni parce que ce qu'il leur fallait à ces patients, c'est juste de bouger et d'avoir un mode de vie et de prendre du plaisir au travail. Mais moi, j'étais pas, enfin, du moins, à cette époque-là, je pensais pas être psychologue. Et du coup, c'était horrible. Parce que en vrai, moi, j'en ai pas parce que j'aime un peu tout. En vrai, je passe pas pour faire le mec. Je vais te donner un truc relou, le truc qui me saoulait. C'est les sportifs, bons sportifs dans leur domaine, qui te prennent de haut parce que toi, t'es pas chaud dans leur sport et qui, en fait, écoutent 10 milliards de sons de cloche et à qui c'est impossible de faire comprendre. Pas forcément que toi, t'as la bonne idée, mais que quand on fait un truc, faut aller dans cette direction et pas faire 10 000 trucs à la fois. Donc, faut choisir un truc, tester. Et si ça marche pas, tu sais que ça n'a pas marché. Du coup, tu peux déjà l'exclure. Mais ça, vraiment, eux, extrêmement relou. Très, très, très relou.
trop relou, comme dirait Zola pour ceux qui ont la ref. Après, le reste, franchement, moi, ça me dérangeait pas. J'aime bien les patients drapeau jaune un peu chiants comme Christelle, 50 ans, cervicalgie. Moi, ça me dérange pas. Franchement, moi, numéro 2, sportif, mec, qui vient au cabinet, gros bourrin. Le mec, tu lui dis, fais pas ça. Il dit, ouais, il écoute rien de ce que tu lui dis et il revient. Ouais, ils sont marrants. Non, vas-y, le mec, j'ai mal là, j'ai encore mal. Ça va? Non, j'ai mal. Ça marche pas. Mais mec, ça marche pas parce que t'as rien écouté de ce que je t'ai dit, en fait. Donc, franchement, bon, en vrai, je le mets au même niveau que le premier. Il y a pas de. Bon, après, ça, c'est. Voilà. C'est subjectif. Bien sûr. C'est juste par rapport à mon ressenti personnel parce que je me sens incompétent et je peux pas les aider, ces gens. Et ça m'énerve au plus haut point. Bonjour à toute l'équipe. Ma question se porterait sur votre vidéo d'aujourd'hui même. C'est la vidéo où on a fait 1 km vertical. Est-ce que cela ne pourrait pas représenter un format à explorer davantage sur votre chaîne à l'avenir, avec une hiérarchisation de la difficulté, vous amenant vers d'autres environnements et effectuer une épreuve telle que la Barclay? Très bonne continuation à tous. Toujours plaisant d'écouter vos divers conseils. Alors, faire la Barclay, évidemment, non, n'est absolument pas prévu. Mais faire des épreuves sportives de plus en plus difficiles et potentiellement les classer, ça peut être sympa. Je sais pas si c'est difficile, mais c'est des nouvelles expériences. Ouais, c'est plus ça, ouais. En vrai, moi, personnellement, ce que j'aime dans la vie, c'est apprendre des choses nouvelles. Par exemple, là, je kiffais de ouf au début le triathlon. Enfin, je kiffais de ouf. Pas vraiment les 2 premiers, mais ce que je suis hyper content d'avoir fait, c'est que j'ai appris vraiment à nager. Et maintenant, je suis en capacité de nager 1 kilomètre facilement. Oui, ça va sans trop de problèmes. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Maintenant que j'ai acquis ce skills, je prends un petit peu moins de plaisir. Là, j'ai envie de me regarde dire... pas ton chien, mec. Oh merde, il y a un chien qui chie. Non, pas ça. Roscoe. Oh, Doudou. Pas ça. Viens voir, papa. Il est content, là. Ah oui, il est content. C'est un caca. Faudra le nettoyer. Voilà, donc là, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, simplement. J'ai été perdu par le chien qui chie. Comment sera la kiné du futur, entre parenthèses, dans 20 ans? Oh, ça c'est une bonne question. Ce sera une kiné, je pense, c'est difficile de se projeter, mais digitalisée. Une grosse partie sera digitalisée. On aura des algorithmes qui nous aideront dans le diagnostic et dans la gestion des drapeaux rouges, etc. Je pense qu'il y aura peut-être cette échelle de super kiné, entre guillemets, un peu comme au Canada, où il y a le physio et après le kiné, qui est en réalité plutôt un aide kiné, et le physio, c'est lui qui fait le diagnostic. Et je pense que ce sera beaucoup moins remboursé, beaucoup moins pris en charge, et qu'il y aura évidemment une grosse partie hybride. Moi, je pense que ça va bien changer parce que au bout d'un moment, le vase va déborder, en tout cas, que ce soit du côté, entre guillemets, de l'État qui rembourse des soins par des kinés qui sont peu consciencieux, ou du côté des kinés qui sont payés à coup de lance-pierre, comme j'ai déjà pu le dire. Donc, je pense que ça va énormément changer. L'intelligence artificielle, qu'on soit fan ou pas, je pense que ça va amener quand même des choses qui vont modifier, du moins, le système dans lequel on travaille. Je pense qu'il y aura forcément plus de digital, du moins je l'espère, et surtout j'espère qu'il y aura beaucoup plus de compétences et qu'il y aura des contrôles, parce que je pense que la problématique pour tout être humain, c'est qu'on est des putains de feignants et qu'à partir du moment où il n'y a pas de contrôle, on se repose sur nos lauriers et du coup les gens deviennent incompétents, mais voilà, c'est dramatique. Je pense que les gens auront il y aura du contrôle. Des lunettes de vitesse aussi comme ça. C'est sûr. Les kinés auront des petites lunettes au clé comme ça, lunettes de vitesse, comme ça ils pourront analyser directement le patient. Carrément. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite FAQ. Évidemment, la prochaine qu'on fera, ce sera pour les 100 000 abonnés, donc j'espère que ça va arriver bientôt. Si tu veux nous soutenir, tu as juste à t'abonner à la chaîne, c'est super important, ça coûte rien, c'est juste un petit clic, et nous, ça nous permet de te produire encore plus de contenu de qualité. Si jamais tu as d'autres questions, tu peux directement les mettre en commentaire, et on s'en servira justement pour la FAQ des 100 000 abonnés, tu vois, on anticipe. Merci Monsieur Simon, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, mec. Riche en partage et riche en connaissances. Les amis, nous, on se dit à bientôt, prenez soin de vous, continuez à vous entraîner intelligemment et faites-le pour vous, pas pour les autres. Peace.